Bienvenue à tous sur Africa 24. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Africa Newsroom spécial élection présidentielle Côte d'Ivoire. Et nous débattons ce soir des sujets suivants: le développement des régions, le développement du système sanitaire et le développement des ressources extractives, avec nos invités, M. Mesma Komoué, représentant du candidat Awa Domelo. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci encore une fois de nous inviter. C'est nous. Nous avons également M. Mamoudou Meïté, représentant de la candidate Henriette Lagou. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Toute notre gratitude à vous. C'est nous. Nous avons également M. Sylvain Debailly, journaliste. Bienvenue. Merci, Miss Kwasi. Je vous en prie. Et M. Boubacar Koné, analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. Je suis heureux d'être là. C'est nous. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous discutons dans cette première partie de l'exploitation des ressources minières, pétrolières. Nous allons suivre ce reportage de la rédaction et on se retrouve juste après pour en discuter. À tout de suite. Dans le but de présenter les potentialités minières et énergétiques de la Côte d'Ivoire au monde entier, les autorités ivoiriennes ont lancé, lundi 1er juillet 2024, la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX. Placé sous le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie ?», la première édition du CIREX se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024. En raison de leur savoir-faire dans le domaine des hydrocarbures et l'exploitation des hydrocarbures, la Norvège, l'Allemagne, le Botswana et la Zambie seront présents comme invités spéciaux. Au cours des dernières années, la Côte d'Ivoire a renforcé sa position dans les industries extractives et énergétiques par la mise en œuvre de vastes programmes sectoriels de relance et de réformes structurantes. Initiative majeure du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le CIRES s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de faire du secteur des ressources minérales et de l'énergie le moteur d'une croissance soutenue et durable de l'économie ivoirienne. Ce salon vise à encourager les investissements privés, nationaux et internationaux dans le secteur des ressources extractives et énergétiques, tout en créant une plateforme d'échange et de collaboration incontournable pour les acteurs de ces industries en Afrique et dans le monde. Le CIREX servira également de vitrine pour faire connaître et vulgariser le secteur des industries extractives et énergétiques auprès du grand public et sera de ce fait un puissant levier pour promouvoir le contenu local. L'Afrique regorge de nombreux gisements en hydrocarbures et la Côte d'Ivoire est en train de se positionner sur ce marché international. En 2023, le pays a augmenté sa production de pétrole grâce au démarrage de l'exploitation du champ baleine. La production devrait davantage croître avec une deuxième phase d'ici à fin 2024 visant à atteindre 50 000 barils de pétrole par jour et 70 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour. C'était un sujet de la rédaction sur la promotion des industries extractives. Monsieur Komoué, la production pétrolière a atteint 16,1 millions de barils en 2024, soit une augmentation de 50% par rapport à 2023. Quels investissements sont nécessaires pour maintenir cette dynamique? Merci. Vous l'avez dit, et aujourd'hui, il faut même aller au-delà des prévisions journalières qui ont été faites pour dire que le stock en matière de pétrole que nous avons sous notre sous-sol, n'est-ce pas, avoisine les 19 000 milliards de barils. Et il n'y a pas que le pétrole, nous avons également le gaz. Aujourd'hui, le gaz est estimé à un peu plus de 720 000 milliards de mètres cubes. Nous avons également les gisements d'or. Aujourd'hui, 5 ont été identifiés ayant la capacité de production entre 1 et 3,5 millions de tonnes. Nous avons également des réserves importantes de fer à l'ouest, avoisinant les 3 milliards de tonnes. Nous avons des réserves importantes de bauxite, dépassant le milliard de tonnes également. Mais ce qui est malheureux pour la Côte d'Ivoire, je peux le dire comme ça, c'est que cette exploitation-là est faite par des multinationales à qui la Côte d'Ivoire a signé des contrats de concession. De sorte que c'est seulement l'infime partie qui revient à notre pays. La plupart de ces contrats de concession-là font que la Côte d'Ivoire, malheureusement, de toutes ces ressources produites par ces ressources minières et minéralières-là, n'a que
entre 5 et 15% maximum. Et je pense qu'il faut changer complètement d'approche. C'est pour ça que nous, une fois au pouvoir, nous allons demander que ces différents contrats de concession soient révisés pour que la Côte d'Ivoire puisse recueillir le maximum de ressources, de ces ressources extractives-là. Et ces ressources vont permettre, bien entendu, de financer notre fonds souverain qui va alimenter, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Monsieur Mamoudou Meïté, représentant de la candidate Henriette Lagour, qu'est-ce qui est prévu à votre niveau justement pour maintenir cette dynamique-là du secteur pétrolier? La Côte d'Ivoire est passée de puissance agricole à une puissance minière et une puissance énergétique. En ce qui concerne la puissance minière, j'en sais quelque chose parce que ma région est la région minière de Côte d'Ivoire. Et ce, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny. Mais malheureusement, les accords coloniaux nous ont tenus, nous ont maintenus dans une sorte de disparité, de sorte à ce que ces populations-là n'en profitent pas. Quand on a de la richesse et que les populations n'en profitent pas, ça développe une certaine aigreur. Ça développe souvent une opposition radicale. J'en sais quelque chose. Il y avait deux sociétés dans ma région, Sodiamsi et Aston Bobi. Bobi, c'est le nom d'un village où on extrayait le diamant. Il y a du marbre dans ma région, à Massala. Il y a des granites. Et si j'ajoute à cette région le district, parce que le district du Rouba, c'est la région minière. Il y a du manganèse à Touba. C'est une région, mais j'avoue que les populations n'ont pas profité. En termes d'infrastructures, en termes de développement socio-économique, une grande région minière, pareille, ne vient que d'être décentralisée par rapport aux infrastructures routières. Et ça fait beaucoup mal à la population, ça je vous le dis. C'est une région stratégique qui fait un trait d'union entre le nord, l'ouest et le centre. D'accord. Vous soulignez justement les TAR. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que le GPP propose justement? Notre politique déficit. Au niveau de notre projet de société, la présidente, c'est l'économie inclusive. Il faut que les régions bénéficient des atouts et des acquis économiques. Et les États-Unis ont reçu ça. Les États-Unis ont réduit les disparités, ont renforcé les potentialités, les capacités de chaque État. Quand vous allez dans l'État de Californie, vous allez réaliser qu'ils ont développé l'ADRE sous toutes ses formes. Oui, c'est un exemple. Quand on revient en Côte d'Ivoire, justement, qu'est-ce que vous proposez exactement? On va faire profiter nos ressources à choses comme on appelle aux régions. Et ça résout le problème du développement, des proximités. Nous allons faire la transformation. Ce n'est pas l'extraction. On doit quitter cette économie primaire. La transformation, on l'a dit dans la première émission, ajoute de la valeur, ça crée de l'emploi et ça donne des débouchés mythiques. Il y a au niveau de Bongwanou, nous avons récemment un produit minier. On ne peut pas tout connaître. Bauxite, c'est féminin ou bien c'est masculin? La bauxite. Ouais, la bauxite, voilà. Il faut demander. Donc, au niveau, il y a de la bauxite. La première année d'exploitation, c'est 100 000 tonnes. C'est 100 000 tonnes en 2020. Mais qu'est-ce que Bongwanou gagne? Qu'est-ce que Séguéla gagne dans ses mines? Qu'est-ce qu'on gagne dans les différentes... Il faut donc changer les accords. Merci. Sylvain de Bailly, la production de gaz naturel a diminué de 3% en 2024. Quelles stratégies peuvent être mises en place pour inverser cette courbe?
Non, mais il y a déjà des potentialités. Dans l'élément que vous avez diffusé tout à l'heure, on parle déjà de 70 millions de mètres cubes. Ben, si la production a diminué, ce n'est pas parce qu'il y a manque, mais sûrement que l'État a fait un choix. Donc maintenant, peut-être qu'on a priorisé peut-être le pétrole, et puis bon, vouloir conserver un peu de gaz, mais dans tous les cas, pour que la production puisse augmenter, il faut déjà commencer à investir. Mesmer Komoué déplore la trop grande faveur faite aux multinationales, mais c'est elles qui ont les moyens. C'est elles qui ont les moyens de production. Vous savez, c'est un domaine extrêmement capitaliste. C'est-à-dire que ici, dans ce domaine-là, les États, à leur niveau seulement, ne peuvent pas faire grand-chose. Principalement la Côte d'Ivoire, qui est un pays, bon, je crois que les productions que nous avons ici sont quand même marginales. On n'est pas encore un grand pays pétrolier, on n'est pas un grand pays gazier, mais le minimum que nous avons, il y a d'abord le défi de le préserver pour les générations à venir, parce que ce n'est pas parce que nous en avons assez qu'il faut tout prendre aujourd'hui. Parce que l'économie que nous sommes en train de construire, elle doit pouvoir profiter aux générations à venir. Donc, je crois qu'en la matière, l'État, aujourd'hui, ceux qui gouvernent, ils ont un plan. Le ministre parlait tout à l'heure de contenu national. Ça veut dire qu'on a pensé à ce que des investisseurs nationaux prennent souvent le relais. Mais tout cela, ça se construit. Ça se construit, c'est du capital qu'il faut chercher, c'est des banques qu'il faut renforcer et dont il faut renforcer les législations pour qu'elles puissent prêter de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de banques qui puissent prêter de l'argent pour investir dans ce domaine-là, qui est un domaine à haut risque. Vous comprenez? Donc, je pense qu'avec le développement minier qui est en train de s'installer, l'État doit pouvoir trouver en tout cas des moyens. Si on peut aller chercher du capital à l'extérieur, c'est tant mieux, mais dans tous les cas, il faut renforcer les investissements. Et les représentants des candidats sont là. Je crois que c'est d'eux qu'on va attendre ces solutions-là, parce que la Côte d'Ivoire a un potentiel. Boubacar Koné, quel mécanisme à mettre en place justement pour inverser cette tendance-là? Pour inverser cette tendance, il faut déjà faire le constat que Dieu Tout-Puissant nous a dotés d'un sous-sol riche et nous exploitons pour le pétrole 35 000 barils jour. Ça, c'est déjà en 2020. Nous sommes un 8e producteur en Afrique de mines. Nous sommes en énergie, dans la transition énergétique. Ce qu'il faut faire, comme l'a dit le frère Komoué, il faut pouvoir installer les locaux dans l'extraction. Je prends un exemple simple. Endeavour Mining, Haïti, qui contrôle près de 85% de la production. Nous avons Barrick Gold à Tongon, qui contrôle également une bonne partie de la production. Perseus Mining à Yaouré, Fortuna Silver à Séguéla. Je peux en citer plein. Mais c'est pour dire quelle est la place des multinationales ivoiriennes. C'est vrai que c'est difficile, comme l'a dit le frère Sylvain, mais il faut progressivement que les nationaux s'installent, dont l'État doit jouer un rôle de facilitateur. Et ça vient progressivement, mais nous sommes à 65 ans depuis l'indépendance. Je pense que ce n'est pas être trop pressé que de dire maintenant, ça suffit. Les multinationales ivoiriennes doivent émerger et prendre la main. Voilà ce que je pense de la solution à trouver pour qu'il y ait amélioration à ce niveau. Mesmer Komoué, la Côte d'Ivoire a signé des contrats de partage de production avec des entreprises étrangères. Comment ces partenariats influencent-ils la gestion des ressources naturelles? C'est ce que nous disons. Nous dénonçons ces partenariats parce que nous estimons que ces partenariats ne sont pas à l'avantage de la Côte d'Ivoire. La preuve, vous voyez, sauf erreur de ma part, il n'y a quasiment pas de transparence dans la gestion, n'est-ce pas, de l'exploitation de ces ressources. Combien ont été investis? Combien ça a été rapporté?
Et combien exactement est attribué à l'État de Côte d'Ivoire et combien vont aux mains de ces investisseurs étrangers? Il n'y a aucune transparence. Il n'y a aucune transparence. Donc, c'est pour ça que nous nous disons il faut renégocier, il faut redéfinir ces différents contrats de concession. Il faut les redéfinir. Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens de pouvoir les redéfinir. Vous savez, on a parlé par exemple de l'or. Quelquefois, on nous fait croire que nous n'avons pas suffisamment la technicité, la technologie nécessaire pour pouvoir opérer la transformation de certaines de nos ressources. Mais vous savez que les Ivoiriens, certains peuples de Côte d'Ivoire commençaient déjà à travailler le fer et l'or bien avant que les colons n'arrivent. On avait cette expertise. Le poids à peser l'or, ce n'est pas une invention occidentale, c'est une invention africaine. Donc, d'où vient-il qu'on nous dise qu'on n'a pas cette expertise nécessaire? Et même si on ne l'avait pas, nous disons que 65 ans après notre indépendance, il est fort à parier que nous avons aujourd'hui suffisamment de ressources grises pour pouvoir entamer, n'est-ce pas, une bonne politique de transformation de ces ressources, créer donc des entreprises locales qui vont aller à l'exploitation de ces ressources de façon bien planifiée, de sorte que, parce que ce sont des ressources, elles sont extractives. Si nous ne planifions pas bien, n'est-ce pas, leur exploitation, bon, ben, on risque de compromettre, bien entendu, l'avenir des futures générations et ce n'est pas ça le développement durable. Oui, Sylvain Debailly. Oui, sur la question, je voudrais juste ajouter quelque chose, comme il parle de transparence. Je pense qu'il y a des structures qui existent pour promouvoir la transparence. Notamment, en Côte d'Ivoire, ici, il y a ce qu'on appelle le Conseil national ITIE, qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est une organisation, en fait, qui regroupe tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production des hydrocarbures. Donc, il y a les villages, il y a l'État, et puis il y a même des organisations de la société civile qui y sont représentées. Le seul problème, c'est que cet organisme rend ses rapports peut-être 2 années après l'exploitation, après un exercice. C'est une difficulté. On aurait voulu qu'il y ait des productions de rapports d'année en année, de sorte que l'Ivoirien lambda puisse suivre ce qui est fait. Sinon, il y a une partie dans les ressources pétrolières, il y a une partie qui est censée être réservée aux localités où ces exploitations sont faites, mais ces ressources sont encore minimes. Je connais l'exemple du Conseil pétrole-gaz dans la région de Jacquesville, à quelques kilomètres d'Abidjan ici, qui a certainement fait des investissements, mais ma foi, ça peut s'améliorer parce que c'est une région, c'est là-bas qu'on prend les ressources. Et tenez-vous bien, dans ce département de Jacquesville, aujourd'hui, on en est encore à négocier auprès de l'État le bitumage d'une voie de moins de 50 km entre Jacquesville et le département de Grand Lao. Vous comprenez? Donc, quand il pose cette préoccupation, oui, elle est légitime et je crois qu'il appartiendra à l'État de changer de cap pour que les populations locales puissent bénéficier des retombées de ces exploitations-là. Mamoudou Meïté, la modernisation du secteur minier a contribué à 5% de la production locale en 2023. Quels défis subsistent dans cette modernisation? Mais, les acquis que nous cherchons, que nous cherchons à avoir sont insuffisants. De par mon objet d'étude, j'étudie des sociétés qui sont des sociétés, il y a 50, 60 ans qui n'étaient rien du tout. On parle de Dubaï aujourd'hui, tout le monde veut y aller, mais c'est des développements qui sont récents, ça ne vaut pas 60 ans. Mais Dubaï renforce sa capacité économique financière à travers le pétrole. Le Qatar, nous l'avons tous vu en 2022 pendant la Coupe du Monde. Toutes les infrastructures qui sont là-bas, c'est avec le gaz essentiellement. L'Arabie Saoudite, dans les années 50, n'était rien. Mais ce sont des pays qui ont su profiter. Il y a le cas aussi de l'Iran. Donc, il nous faut absolument le souverainisme qui ne rejette pas. Parce qu'il faut être dans un partenariat win-win.
Le président Kadhafi avait réussi à gagner 85% de son exploitation. Mais toutes les grandes multinationales d'exploitation y étaient. Personne n'a rejeté cela. Je connais les questions de l'énergie. Et quand tu te bats pour ça, il faut faire très attention. La plupart des grandes guerres sont liées à l'énergie. Nous avons un certain nombre de défis à notre humanité qui sont transversaux. Il y a l'explosion démographique. J'ai voulu en parler dans notre première thématique. Il y a la sécurité alimentaire. On a parlé de la sécurité alimentaire. C'est des défis qui touchent tous les pays du monde, sauf quelques-uns. Nous avons le défi de l'énergie. Les grandes guerres sont créées par le défi de l'énergie. Mais chaque personne doit manger. C'est une grâce subsistentielle pour tout individu qui a de la vie et une grâce substantielle pour les gens, nos descendants. Et il faut alors nous concéder un certain pourcentage pour que nos pays s'en sortent et aux régions aussi qui gagnent, qui doivent gagner pour un développement inclusif. Mesme Komoé, la Côte d'Ivoire aspire à devenir un leader africain dans le secteur extractif. Quelles politiques doivent être mises en place pour atteindre cet objectif? Que propose le parti de Awa Domelo? Poursuivre les explorations, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des écoles qui forment beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres en la matière. Également, réorganiser le secteur, parce que quand vous prenez aujourd'hui un phénomène qui se développe en Côte d'Ivoire, qui est le phénomène de l'exploitation illicite de l'or avec les orpailleurs clandestins qui aujourd'hui pilulent, n'est-ce pas, dans nos forêts et savanes. Donc, il y a une politique vigoureuse à mettre en place pour pouvoir sortir tous ces secteurs-là de cet informel-là, pour pouvoir bien le formaliser. Mais aussi, vous savez hein, que toute industrie, en termes d'énergie, a besoin de beaucoup d'énergie, pour me répéter. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au niveau des ressources énergétiques, nous sommes essentiellement à l'hydroélectrique, qui peut subir les aléas climatiques avec le changement climatique, la pluviométrie qu'on ne maîtrise plus bien. Donc, la production d'électricité, par exemple, par l'hydroélectrique, peut être problématique. Nous avons également le thermique. Malheureusement, ça coûte cher parce que le gaz de Côte d'Ivoire, qui appartient à la Côte d'Ivoire, mais qui est exploité par des multinationales étrangères, revient davantage beaucoup plus cher. Et pour être beaucoup plus efficace, ce que le candidat Awa Domelo et son équipe voudraient proposer à la Côte d'Ivoire, c'est au-delà du photovoltaïque qu'il faut davantage développer. Parce que là aussi, on le répète hein, et on le rappelle, quand vous prenez un pays comme la Belgique, 30 000 km², l'Afrique, 30 millions de km², mais le nombre de panneaux voltaïques qui existent sur le territoire belge dépasse le nombre de panneaux voltaïques qui existent sur le continent africain, alors que nous avons plus de soleil que la Belgique. Donc, il faut pouvoir promouvoir cette énergie photovoltaïque-là pour l'usage même des ménages. Mais au niveau industriel, il faut aujourd'hui aller, n'est-ce pas, à ce que nous appelons les mini-centrales nucléaires. Et Dieu merci, la technologie pour l'installation de ces mini-centrales nucléaires-là existe, notamment nos partenaires des pays comme la Russie sont dépositaires et nous irons là-bas chercher ces technologies-là pour renforcer nos compétences énergétiques. Boubacar Koné, réaction vite fait sur ce fait? Je pense que la Côte d'Ivoire doit prendre le pari de sortir de l'industrie d'extraction vers l'industrie de transformation et de distribution. Alors, l'énergie abonde, il y a de l'énergie en Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux multinationales ivoiriennes de prendre place véritablement pour l'exploitation, la production et surtout la redistribution. Parce qu'il y a une disparité criade en Côte d'Ivoire. On n'a pas le même niveau de développement, on n'a pas le même niveau de qualité de vie. Il faut penser aussi aux zones où il n'y a pas de mines de minerais et du pétrole.
Merci, monsieur. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de notre émission sur le développement des régions, juste après la pub. Retour sur ce plateau dans l'Africa Newsroom. Nous entamons la deuxième partie de notre émission qui traite du développement des régions, toujours avec nos invités du jour, M. Mesma Komoué, représentant du candidat Wadon Melo, M. Mamoudou Meïté, représentant de la candidate Henriette Lagou, Boubacar Koné, analyste politique, et Sylvain Debailly, journaliste. Dans la région du Boukani d'Oropo, la découverte récente d'un gisement d'or de plus de 100 tonnes ouvre des perspectives. Monsieur Mamoudou Meïté, comment garantir que les retombées économiques profitent justement aux populations locales? D'abord, les accords de concession, avant les accords de concession, des accords coloniaux, il faut les réviser, il faut les revoir. Quand on nous dit, par exemple, au niveau de l'exploration, la société Eni, qui a fait une exploration de 10 ans, et on fait une évaluation de 1000 milliards pour l'exploration. Quand on regarde, on dit c'est beaucoup d'argent, donc c'est normal qu'on n'ait rien. Oh, il n'en est rien. Le cacao, au moment où on doit donner un prix rémunérateur aux producteurs, que ça doit valoir 5 000, le cacao peut donner une dette intérieure de 1 000 francs par kilo, puisque nous avons plus de 2 millions de tonnes. Ça fait 2 000 milliards. Donc, l'exploration n'est plus coûteuse comme avant. Soyons réalistes, parce que le monde se scientifise de jour en jour, le monde se technologise de jour en jour. Il en arrive à apercevoir des exoplanètes qui sont faits en diamant, qui sont à des kilomètres et des kilomètres de nous. Donc, il y a des méthodes de détection très faciles aujourd'hui. Donc, à partir de cela, nous pouvons nous autofinancer et on va plus spéculer pour dire que non, voilà le montant, par conséquent, on n'aura que 15%. J'ai dit l'exemple des pays arabes et les pays du Golfe. Ils en profitent aujourd'hui. Ils ont des fonds de souveraineté, des fonds de garantie qui constituent à développer leur pays et qui financent même d'autres multinationales et d'autres pays. Ça, c'est deux. Si nous finançons ou nous participons au financement, à l'exploration, on ne va pas venir spéculer sur nous. Maintenant, la population et les différentes régions vont en profiter, assurément. Parce que nous tenons au développement et à l'économie inclusive. Sylvain Debailly, comment garantir des retombées économiques pour les populations locales? Oui, mais il faut que la population elle-même déjà à la base soit consciente de leur développement. Il faut qu'elle prenne à bras le corps la question du développement des localités. Voilà. Je pense que avec d'abord l'avènement des conseils généraux sous l'ère de l'ancien régime, du régime Gbagbo, et puis aujourd'hui les conseils régionaux, je pense que chaque région s'est dotée d'un plan stratégique de développement. Tout ça, c'est déjà fait. Maintenant, c'est comment avoir les financements pour que tout ce qui a été planifié ou même tout ce qui a été programmé du point de vue du développement puisse être une réalité. C'est à cela que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que pour que cela devienne une réalité, il ne faut pas que l'État central louvoie avec la question de la décentralisation qui me paraît une question essentielle dans le développement de nos régions. Parce que la décentralisation ne doit pas être seulement administrative, il faut qu'elle soit vraiment effective, il faut qu'elle aille jusque dans les confins de ces régions, dans les villages, dans les communes, puis remonter jusqu'au département qui manque, je dis cruellement, de certaines infrastructures. Il y a une telle disparité entre la zone d'Abidjan et l'intérieur du pays que finalement tout le monde a envie de rester à Abidjan. C'est pour ça que j'approuve l'idée du candidat Wadon Melo qui parle des perles d'ivoire, qui consisterait à créer de grandes villes, de grands ensembles dans
différents points cardinaux et qui sont proches des pays voisins, de sorte à créer de nouveaux pôles de développement qui puissent attirer du monde, soit d'Abidjan ou bien même de certains pays voisins, parce que c'est quand on a des populations sur place, quand on a des ressources sur place, que le développement suit tout ça. Donc, je pense qu'on a des investissements à faire pour que ce développement local puisse advenir. Suivons ce reportage de la rédaction sur la décentralisation avant de poursuivre la deuxième partie de notre émission. La Côte d'Ivoire renforce sa politique de décentralisation pour rapprocher l'administration des citoyens et réduire les inégalités régionales. Avec une nouvelle organisation territoriale repartie en 31 régions, 108 départements et plus de 500 sous-préfectures, l'État entend donner plus d'autonomie aux collectivités locales, encourager la participation citoyenne et dynamiser l'investissement privé dans les territoires. Pour renforcer la gouvernance régionale, la Côte d'Ivoire doit fortement décentraliser son administration et sa gestion afin que l'administré soit proche de l'administrateur. La Côte d'Ivoire doit surtout se débarrasser des pesanteurs administratives qui constituent un véritable frein au développement. Sur le terrain, plusieurs projets structurants ont été lancés pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans la région de Lifou, 185 projets sont en cours avec un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et les infrastructures routières. À l'est, dans le Bounkani, le projet Écoterre mise sur un développement durable alliant écologie, économie et solidarité au profit de plus de 150 000 habitants. Pour encourager la participation citoyenne et des jeunes au développement régional, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse mettre en place des mesures de formation des jeunes ainsi que l'accès au financement, notamment au microcrédit, pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat et à mettre en place des micro-projets, lesquels micro-projets seront les socles d'un développement qui part de la base vers le sommet. Mais malgré ces avancées, des défis subsistent. Les disparités dans l'efficacité des régions, le financement des collectivités et la gouvernance locale freinent parfois l'élan de la décentralisation. Le gouvernement mise désormais sur une meilleure formation des 3000 élus locaux et une coopération renforcée entre acteurs publics et privés pour ancrer durablement ce modèle de développement équilibré. C'était le reportage sur la décentralisation. Monsieur Mesma Komoé, justement, quelle infrastructure et capacité locale devrait accompagner ce volet de décentralisation dans le pays? Déjà, avec nous, il faut comprendre la décentralisation dans une réforme, n'est-ce pas, qui va consister à procéder au redécoupage de nos différentes régions. Nous estimons qu'aujourd'hui, 31 régions, ça fait beaucoup. Donc, il faut les limiter à 12 parce que les régions devront être des zones économiquement viables. Et puis, il faut également créer des zones culturellement intégrées. Et ces différentes régions-là qui vont fonctionner, n'est-ce pas, sous la responsabilité d'un ministre-gouverneur, vont être des zones de déconcentration. Et la décentralisation va se faire avec les différents départements où il va y avoir des conseils départementaux élus. Mais pour nous, dans chaque région, effectivement, il faut un hôpital de référence, il faut un pôle universitaire de référence et il faut créer une zone économique spéciale qui est axée sur la valorisation des ressources locales. Et bien entendu, donc, quand on a tous ces différents éléments, il faut pouvoir relier les différentes régions par voie routière ou autoroutière ou ferroviaire en fonction, bien entendu, de tout ce qu'il y a comme développement industriel dans ces différentes régions-là. Boubacar Koné, dans les régions agricoles comme le Haut-Sassandra, le Guémon, la Nawa, chaque région compte environ plus de 70 000 ménages agricoles, selon les chiffres officiels. Quelles sont, selon vous, les régions où manque le plus de services régionaux? De façon générale, comme on a dit tantôt, il y a des zones qui sont défavorisées. Et dans chaque région, il y a des zones qui sont défavorisées. Mais les zones les plus défavorisées se trouvent au nord. J'ai cité tout à l'heure 3 régions dans une émission précédente. Il y a le Folon, il y a la Bagoué et puis il y a le Bonkani. Maintenant,
Pour régler tous ces problèmes, on l'a dit, c'est une exigence de la justice territoriale. Pour cela, il faut une décentralisation effective, que ce soit pas que des mots ou des mots qu'on prononce en période électorale, il faudrait que ce soit fait. Une gestion locale des ressources doit être menée pour les zones qui les produisent. Quand une région est riche et pendant ce temps, ils n'ont pas de ressources et les populations sont pauvres, il faut poser le problème de la bonne gouvernance. Et pour une bonne gouvernance, il y a 3 piliers essentiels. Il y a la transparence, il y a la redevabilité. Il faut rendre compte de ce qu'on fait de la gestion après la transparence. Il y a la justice, l'état de droit, et puis il y a une participation citoyenne. Il faudrait que tout le monde soit impliqué dans la gestion dans chaque localité. Sylvain de Bailly, certaines régions forestières sont riches en bois précieux. Comment articuler exploitation forestière, reforestation et valorisation locale dans ces zones? Oui, mais déjà là, vous savez, la forêt ivoirienne même est en crise. C'est-à-dire qu'on est parti de 16 millions d'hectares le début de l'indépendance à moins de 3 millions aujourd'hui. Donc déjà, le peu qui existe, il faut pouvoir le préserver. Et puis, vous avez parlé de bois précieux. Oui. C'est quoi? On va peut-être dire quoi? Il faut installer des unités industrielles pour exploiter le bois. Mais le bois, on n'en trouve même plus. On n'en trouve plus. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est ma foi, de partir de l'existant. Hein? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? De partir de cela et puis de se donner un temps pour qu'on puisse peut-être reboiser de nouvelles surfaces et puis attendre dans 15 ou 20 ans pour que de nouvelles ressources forestières puissent émerger. Mais sinon, si on doit se ruer sur le peu qui existe, parfois ça va être très difficile parce qu'il y a aussi des problèmes d'environnement, des problèmes d'écologie qui va pouvoir préserver. Donc, il y a une sorte de balance à faire, une sorte d'arbitrage à faire parce qu'il y a aussi demain, parce qu'il faut toujours penser, dans ce que j'ai dit, aux générations futures. Mais dans tous les cas, il va falloir faire des choix. C'est-à-dire, on peut ne pas se baser sur l'économie forestière, mais il y a aujourd'hui, dans ces zones forestières, comme vous les appelez là, il y a d'autres économies qu'on peut développer, il y a d'autres filières qu'on peut développer. Vous comprenez? Il y a par exemple, aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de l'agriculture extensive. Il y a, avec la technologie qui existe aujourd'hui, sur de petites surfaces, on peut développer de grandes cultures et puis faire de la productivité. Comprenez? Donc, je pense que c'est vers ce genre d'options-là qu'il faut aller pour préserver le peu que nous avons, parce que c'est nécessaire pour les générations de demain. Et tout à l'heure, on parlait de certaines régions défavorisées. Oui, il faut regarder. En Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des régions défavorisées. Vous prenez par exemple une capitale régionale comme Ménignan, qui n'a même pas de banque. Les fonctionnaires de ces localités sont obligés d'aller dans les villes voisines comme Odiéné pour pouvoir percevoir leur salaire. Donc, c'est des opportunités à saisir. C'est des opportunités à saisir aussi bien pour les locaux que pour les investisseurs. Parce que celui qui va aujourd'hui implanter une banque à Ménignan, il va se faire de l'argent. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder. Et je pense que les partis politiques et les partis ou les candidats qui sont en présence aujourd'hui ont regardé de près toutes ces faiblesses de nos régions-là et vont les transformer en propositions pour pouvoir gagner l'électorat. Le parti au pouvoir le fait déjà, a déjà son plan, mais je crois que c'est avec les idées nouvelles qu'on va pouvoir conquérir le cœur et puis transformer leur essai-là en succès. Mamoudou Meïté, le Sud-Est peut exploiter la pêche et les ressources halieutiques. Là, on est dans le domaine de la pêche. Avec le nouvel accord de pêche avec l'UE, quelle opportunité pour les communautés locales? Bon, je crois que cet accord-là a été beaucoup décrié par beaucoup d'opposants. Effectivement, quand on regarde le montant, il est faible. Il faut qu'on apprenne une économie patriotique.
Voilà, parce qu'il faut que nous vivions. Ça, c'est indéniable pour nous. Quand on est vivant, on a besoin d'une grâce subsistentielle. Et cette grâce subsistentielle, quand on peut l'avoir, il faut l'avoir. Effectivement, les villes et les régions côtières peuvent bénéficier de pêche, d'activités halieutiques. Peut-être pas comme parce que notre océan est beaucoup agité. On n'a pas les mêmes capacités comme le Sénégal ou bien la Guinée-Bissau, mais quand même, il y a des ressources. Nous avons des fleuves, nous avons des cours d'eau, et puis la pêche peut être développée sur des étangs d'eau. Les Chinois arrivent à nous envoyer des poissons. Mais on a toutes les conditions, on a tous les paramètres pour développer ce genre de ressources. Pour une autosuffisance, ça c'est d'un. Et secondairement, pour avoir de l'argent en exportation sous-régionale, en exportation continentale et pourquoi pas en dehors du continent. Et ce n'est pas que chaque région doit être développée selon ses spécificités, selon les ressources dont elle dispose. J'ai parlé de l'exploitation des mines à Séguéla. Il n'y a même pas une université, un institut de mines. Et c'est pourquoi je suis favorable. Et nous sommes favorables à développer chaque région et des universités spécifiques. Voilà, et c'est comme ça. Excusez-moi, j'aime prendre souvent l'exemple des États-Unis. Il y a un proverbe qui dit chez nous excusez-moi, je m'installe souvent dans ma langue maternelle pour m'épanouir dans une langue étrangère. C'est-à-dire, les États-Unis, bon, aujourd'hui, bon, l'économie décroît pour plusieurs facteurs. Mais on regarde celui qui est devant. Quand l'important fait la queue on regarde toujours celui qui est devant. C'est une économie diversifiée. C'est ce que je disais en introduction. Quand vous prenez le Massachusetts, mais ça, c'est la ressource humaine. Toutes les grandes écoles se trouvent dans le Massachusetts, aux États-Unis, Harvard, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ils ont développé chaque région, Californie, au niveau du Michigan, les trois grands, General Motors Corporation, GMC, Henry Ford, et voilà comment ils s'en sortaient. C'est les coûts de production qui sont élevés aujourd'hui par rapport au reste du monde, c'est pourquoi ils sont beaucoup éprouvés. Et puis avec l'immigration. Donc nous avons, toutes les régions de Côte d'Ivoire ont des grandes potentialités. Et nous allons faire un développement inclusif pour les États par rapport aux différentes infrastructures, pour les populations par rapport à la mise en activité pluriforme, plurisectorielle, et aussi par rapport aux investissements et à la collecte de fonds, des fonds souverains pour nous rendre très, très puissants nationalement, sous-régionalement et internationalement. Boubacar Koné, la pluviométrie varie selon les régions de 1100 à 2300 mm par an. Comment adapter les cultures régionales, riz, café, cacao, à ces conditions climatiques pour maximiser justement le rendement local? Il faut dire que nous sommes tributaires de tout ce qu'il y a comme aléas climatiques. Aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas la pluviométrie. Quand on demande aux géographes, ils disent que c'est un changement. Un changement s'étale sur plusieurs années avant que ça soit une règle. Peut-être qu'on aura des pluies, les fortes pluies en période de décembre et peut-être en juin, on aura le soleil. Peut-être c'est un changement qui sera acté après plusieurs années d'observation. Mais seulement il est difficile. Donc il faut adopter d'autres technologies. Comme on a dit maintenant, il y a des innovations qui sont faites au niveau de la production agricole. Il faut s'inspirer de la méthode des pays asiatiques, comme je l'ai dit dans une émission précédente. Les Asiatiques, le dragon asiatique, allait chercher l'expertise ailleurs et est venu
la pratiquer en son sein avec leur culture propre. Mais pourquoi n'allons pas faire la même chose? Comme Mesmer l'a dit, nous avons la matière grise, nous avons des potentialités, mais il faut aller chercher l'expertise ailleurs pour que notre économie ne dépende plus d'une pluie, que notre économie ne dépende plus de l'humeur d'un acheteur de café, que ça ne dépende plus des spéculations qui sont viciées. Eh bien, ça, tout doit dépendre de nous. C'est ça l'autonomie, c'est ça la souveraineté économique. Merci, monsieur, pour ces précisions, pour vos analyses. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la troisième partie de notre émission sur la modernisation du système de santé en Côte d'Ivoire, juste après la pub. Retour sur ce plateau, nous traitons de la modernisation du système de santé en Côte d'Ivoire dans la troisième partie de cette émission. Avec un budget de 747,8 milliards de francs CFA en 2025, Monsieur Mesmin Komoé, comment justement le secteur de la santé peut-il optimiser l'utilisation de ces fonds pour moderniser donc, ce secteur? Bien, merci. Avant d'arriver à cette question, vous me permettrez de faire un petit saut dans le sujet précédent Allez-y. pour parler notamment de la pêche, parce que c'est vrai qu'il y a la côte, mais il y a également une région de la Côte d'Ivoire qui est la région des lacs, qui pourrait également être mise à contribution pour pouvoir atteindre l'autosuffisance en matière de produits halieutiques. Figurez-vous que pour un besoin estimé à environ 400 000 tonnes l'an, la Côte d'Ivoire produit à peine 10% de ses besoins. Et pourquoi ceci? Parce que malheureusement, comme on l'a dit précédemment, les coûts de facteurs sont importants, de sorte que le poisson importé de Chine coûte moins cher que le poisson produit en Côte d'Ivoire. Donc quand on a une telle politique, évidemment, ça ne va pas inciter les jeunes Ivoiriens à se lancer dans cette activité-là. Donc il faut baisser les coûts de facteurs pour que la production revienne moins chère. Maintenant, pour revenir à la question de la santé, vous savez que le protocole d'Abuja et avant lui le protocole de Bamako, dans la mise en œuvre des systèmes de couverture maladie universelle, ont estimé qu'il fallait, pour que ces différents systèmes-là soient viables, que les États puissent consacrer au moins 15% de leur budget à la santé. Effectivement. Et à ce jour, malheureusement, le seul pays qui avoisinait les 15%, c'était le Nigeria, mais la Côte d'Ivoire était autour de 6% et je pense même que nous avons baissé jusqu'à 4%. Donc, le montant affecté, n'est-ce pas, aux charges de santé n'est pas suffisant. Et cela se traduit par donc, ce manque de performance de notre système de santé. La preuve, c'est que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est à 57 ans, contre une moyenne de 61 ans au niveau de l'Afrique. Le deuxième élément même qui est le plus évocateur, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les autorités ne se soignent pas dans nos hôpitaux publics. Donc, si nos hôpitaux publics étaient assez performants, il est clair que nos autorités allaient les utiliser pour leurs besoins en santé. Donc, on a, c'est vrai, réalisé un certain nombre d'infrastructures, mais là aussi, il faut rappeler à vos téléspectateurs que ce n'est pas forcément du fait du gouvernement, pas forcément du fait de l'État. Aujourd'hui, dans la plupart de nos localités, notamment moi dans ma région, la plupart des centres de santé primaires, donc les dispensaires ruraux et autres, sont réalisés par les mutuelles des villages et il y a un certain nombre de centres qui ont également été offerts par des fondations. Si on pouvait faire de la publicité sur votre chaîne, j'allais en citer quelques-unes, mais il y a des fondations qui ont fait don de plusieurs centres de santé à la Côte d'Ivoire. Bon, mais on agrège tout ça au profit du gouvernement actuel et ça leur donne l'impression d'avoir beaucoup travaillé, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu beaucoup de travail. Mamoudou, quelles sont justement vos initiatives pour répondre aux besoins croissants des populations dans le domaine de la santé, en termes de plateau technique? Oui, nous faisons toujours un diagnostic. Sans un bon diagnostic, on ne peut pas régler les problèmes. Nous diagnostiquons, nous avions une médecine très performante au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Aux abords des indépendances, il y a déjà un ordre des médecins qui est établi. En 1960, si j'ai bonne mémoire. Lui-même étant médecin, il va favoriser la mise en place d'édifices sanitaires dans les régions, les CHR, et en Côte d'Ivoire, à Abidjan n'était pas aussi peuplé.
La démographie, elle est galopante dans ces dernières années. Il y a beaucoup de facteurs démographiques que je n'évoque pas ici. 3 CHU, sans compter d'autres centres médicaux de proximité. 3 CHU. La Côte d'Ivoire avait les meilleurs médecins de la sous-région. Et je pourrais dire même de l'Afrique. Les gens venaient se soigner. Et il avait aussi une grande action de l'État dans les thérapies préventives, les vaccins. Nous, quand on était enfant, il y avait une maladie, on appelle ça dans notre langue maternelle, c'est-à-dire les varicelles. Mais ça tuait beaucoup d'enfants. Mais avec le président Félix Houphouët-Boigny, on ne retrouve plus cette maladie. Bon, ça c'est un peu le bilan. Aujourd'hui, malheureusement, la tricherie et la corruption, c'est pourquoi nous, on déplore beaucoup ce phénomène-là. Parce que si on ne soigne pas le mal par la racine, la société se dévalorise. Les acquis, on les perd. Donc, c'est ce qui est là aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à une santé pour tous, je disais sur un plateau, j'étais le nom de l'organe de presse, j'ai dit, mais je prends le cas d'excès de taxes dans l'anacarde. L'anacarde fait près de 250 le kilo. Cette fiscalité, elle est excessive. Si on prend 250 francs et qu'on multiplie par la quantité produite, plus d'1 million, on parle d'1 million 200 tonnes, mais en réalité, c'est plus que cela. Nous avons près d'1 million 500 000 tonnes. 1 million multiplié par 1 million de tonnes, multiplié par 200 francs le kilo, vous savez ce que ça fait? Ça fait 250 milliards. Revenons au secteur de la santé. Oui, bien sûr. Parce que si on parle de la gratuité, je l'ai dit sur le même plateau, il a dit, mais tu parles de il dit, je rentre en économie. Mais j'ai dit, les choses sont liées. On veut une santé gratuite. Comment, où tirer les ressources financières? Si on ne prend pas quelque part, on ne peut pas. Donc, pour construire les infrastructures, ça c'est très facile. Avec des prélèvements, nous avons beaucoup de secteurs qui nous donnent 10 francs, 25 francs, 50 francs. Mais toute la Côte d'Ivoire aura des infrastructures, aura des équipements. Et la médecine évolue comme toute chose. Nous aurons une technologisation parce que nous sommes en retard à ce niveau aujourd'hui. C'est pourquoi la plupart des gens vont se soigner en Turquie, ils vont se soigner en Tunisie. On était en avance sur beaucoup de pays en domaine de la médecine. Nous sommes passés donc d'une observation microscopique à une observation nanométrique. C'est-à-dire l'observation aujourd'hui, là, quand vous avez, comme on appelle, des obstructions au niveau des vaisseaux sanguins, il y a des appareils, même quand il y a une petite obstruction, quand il y a des lipoprotéines dans vos vaisseaux, automatiquement, avec ces observations nanométriques, on découvre et puis on bombarde et puis on détruit. Les gens ne meurent pas d'AVC. Or, il y a beaucoup de gens. Monsieur Mamoudou, vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce que le GPP propose exactement pour répondre aux besoins sanitaires? Mais c'est ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas peut-être compris. En Côte d'Ivoire. Vous ne m'avez pas compris. Quand on crée des infrastructures, on résout le problème. Et j'ai parlé de la décentralisation tout à l'heure. Comment elle doit être exclusive, comment elle doit pouvoir identifier, c'est déjà, il y a des choses qui sont faites, mais ce n'est pas accompagner la matérialisation. Maintenant, les pharmacies, ça, il faut équiper. Ça existait au niveau du président Félix Houphouët-Boigny. Les hôpitaux avaient des pharmacies. En tout cas, les médicaments de première nécessité, quand on partait dans un hôpital, là, on les retrouvait. Et puis, il faut encourager la production pharmaceutique. La production pharmaceutique, nous allons les encourager. De sorte que les grands laboratoires et aussi le savoir-faire national, on va s'associer pour produire des médicaments à moins de coût. Est-ce que vous voyez? Voilà, la formation, pour nous résumer, la formation sera de qualité. Elle n'est pas de qualité aujourd'hui, ça il faut le reconnaître. On ne va pas jeter le discrédit et le propre sur nos maîtres. Mais c'est un phénomène généralisé. La tricherie, la corruption, voilà, qui déchoit les choses, est un phénomène généralisé et ce n'est pas bon. Il s'agit de la vie des gens. Merci, M. Mamoudou. Sylvain de Bailly, les initiatives locales comme celle de Bouaké, notamment dans le cadre de la nouvelle pharmacie de la santé publique, sont-elles suffisantes pour couvrir les besoins de santé?
des populations? C'est déjà un début. Si on a pu doper la pharmacie de la santé publique, c'est dire que le besoin là, il est ressenti par les populations. J'ai suivi un peu cette réforme avec la pharmacie de la santé publique, et qui est d'ailleurs financée par l'USAID. Voilà, hauteur de 12,5 milliards de francs CFA. Tout à fait. J'ai été... Et que sous Trump, ces financements-là sont en train de s'estomper. Effectivement. Voilà. Donc, il y a donc la difficulté du financement qui fait aujourd'hui que la pharmacie de la santé publique ne peut pas aller partout, ne peut pas être installée partout. Or, il le faut parce que vous ne pouvez pas faire un bon système sanitaire si vous avez des consultations, que les médecins prescrivent des médicaments et que ces médicaments-là ne peuvent pas être achetés par les populations. Il y a une défaillance. Il y a une défaillance et je pense que à travers la pharmacie de la santé publique, l'État de Côte d'Ivoire peut s'offrir un grand système sanitaire qui puisse sauver des vies parce que, in fine, c'est cela l'objectif. Il parlait tout à l'heure des grandes pathologies. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens meurent de crise cardiaque, d'AVC. On se demande ce qui se passe. Alors qu'on peut, dans ce domaine-là, faire quelque chose. Si au moins on peut prendre en charge les médicaments ou même les consultations, etc., je crois qu'on aura fait un pas. Et on parle souvent de la CEMU, mais je pense que la CEMU a encore des faiblesses et qu'il faut améliorer les prestations, mais on se limite, je crois, jusque-là, on fait plus la propagande sur le nombre d'inscrits que sur les prestations elles-mêmes. Il faut demain aller à la prestation et pour le faire, il faut des financements additifs. Il faut des financements, il faut de la volonté politique affichée pour que à l'offre de soins et à la demande de soins, on puisse adjoindre l'offre de soins. C'est vrai que l'État ivoirien a fait des investissements dans le secteur de la santé, mais c'est encore marginal par rapport aux besoins. Et vous verrez que c'est des centres de santé qui sont concentrés pour le moment autour des grandes villes. Il faut porter la santé jusque dans les zones les plus reculées. Et puis bon, il y avait une idée au temps du président Houphouët-Boigny, des équipes médicales qui sillonnaient les régions, les villages. Je crois qu'il faut revenir à ça. Parce qu'aujourd'hui, on disait tout à l'heure qu'il y a au moins 54% de la population pauvre qui vit dans les zones rurales. C'est dire qu'il y a même des gens qui ne peuvent pas s'offrir même un comprimé de paracétamol. Et donc, si on créait des services de santé itinérants, en allant dans les villages, je crois qu'on aurait réglé en grande partie le problème de la santé des populations. Boubacar Koné, avant de vous donner la parole, nous allons suivre ce reportage de la rédaction sur la modernisation de la santé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les 10 dernières années ont été marquées par des progrès notables en matière de santé publique et d'infrastructures. Selon l'enquête démographique de la santé, l'espérance de vie a atteint 62 ans en 2024 contre un niveau nettement inférieur en 2011. Parmi les avancées les plus significatives figure la baisse de la mortalité maternelle passant de 396 décès pour 100 000 naissances en 2010 à 153 en 2023. Il a plu au gouvernement d'adopter un programme de renforcement des soins de santé, surtout au niveau primaire, grâce à la CMU. Il s'agit donc de l'ouverture de droits aux populations du secteur informel enrôlées à partir donc, du 1er mai pour une période de 4 mois pour permettre à ces populations donc, de s'habituer à l'utilisation de la couverture maladie universelle et s'apprêter donc à s'acquitter donc, de leurs droits. Depuis 2018, plus de 1200 milliards de francs CFA ont été investis dans le cadre du programme hospitalier national selon le ministère de la Santé. Objectif, moderniser les centres de santé, construire de nouveaux hôpitaux généraux et créer des pôles régionaux d'excellence santé. Des villes comme Bouaké, Korogo ou San Pedro disposent désormais de centres de dialyse ou de nouveaux services d'imagerie médicale. Les personnes qui sont enrôlées et qui ont bénéficié de la CMU seront pris en charge à hauteur de 100%, c'est-à-dire que les tickets modérateurs de 30% ne seront plus payés. Mais ces deux mesures importantes rentrent dans le cadre du renforcement, comme je l'ai dit,
de l'accès aux soins donc, de santé des populations, surtout en milieu rural, pour faire face au défi de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Malgré les efforts engagés, l'accès équitable aux soins reste limité, surtout en zone urbaine et rurale. Près de 20% des Ivoiriens vivent à plus de 5 km d'un centre de santé, souvent difficilement accessible. Le système de santé demeure par ailleurs dépendant des financements extérieurs. Ainsi, en 2019, la couverture maladie universelle est une initiative prometteuse, mais sa mise en œuvre reste partielle et inégalement repartie. C'était le reportage de la rédaction sur la modernisation du système de santé. Monsieur Boubacar Koné, plus de 1200 milliards de francs CFA ont été investis dans le cadre du programme hospitalier national depuis 2018, dans le cadre de la couverture maladie universelle. Quels sont ces plans-là pour étendre la couverture de ce projet sur toute l'étendue du territoire? Bon, on ne peut pas nier que le gouvernement ne fait pas d'efforts. Le gouvernement fait assez d'efforts pour que nous soyons tous couverts par ce plan social. Déjà, il faut rappeler qu'on a 1785 établissements de premier contact, dont 163 d'un plateau technique un peu plus élevé. Et à cela, depuis 2019, une politique est mise en place pour la couverture maladie universelle. Sylvain l'a dit tout à l'heure, on est plus préoccupé par le nombre d'adhérents que par la qualité des prestations de notre CME. Et ça, c'est un problème. Parce que une population en bonne santé, c'est une population qui sera au travail, donc qui va redoubler d'efforts dans la productivité. Et c'est une population unie et prospère. Diagnostic. Mise en place de la CMU depuis 2019, mais dans les faits, il y a des difficultés. Je prends un exemple simple. Je n'étais pas longtemps dans un centre de santé à Bencherville, et juste parce qu'on a la carte de CMU, on doit interroger en ligne si le produit, si le médicament est pris en compte ou pas. Déjà là, pour avoir la réponse à la demande, mais c'est un temps fou. Alors que ceux en général qui vont à l'hôpital d'un certain âge, il n'y a même pas d'endroit pour s'asseoir, doivent attendre là des heures avant d'avoir leurs résultats afin d'avoir leurs prestations. C'est une difficulté. Il faut accélérer le processus. C'est trop lent, c'est une lenteur administrative qui doit être rapidement effacée. Et puis les centres de santé, on a dit, il n'y a que 163 centres de santé dont le niveau technique est un peu plus élevé sur les 2998 hôpitaux. Mais 163 centres de santé de plateau technique élevé, c'est peu pour toute cette population de près de 32 millions d'habitants. Donc il faut faire un peu plus d'efforts, surtout pour les centres de santé de proximité. Sibaye a fait une proposition. J'espère que nos amis candidats aux élections présidentielles prendront en compte cette proposition qui est faite pour le déplacement des automobiles médicalisées afin d'arriver dans le fin fond du pays. Donc voilà, il y a une insuffisance, il faut un peu plus d'efforts. Mesme Komoé, que proposez-vous justement pour répondre à cette insuffisance du système sanitaire? Les recommandations sont de l'ordre de 15% du budget affecté aux charges de la santé et nous voudrions bien respecter cette proportion-là. Deuxièmement, pour minimiser les coûts en termes de prise en charge médicale et de prise en charge pharmaceutique, il va falloir pour la Côte d'Ivoire investir, n'est-ce pas, dans la production de matériel médical et de médicaments. Donc, il faut développer l'industrie médicale, mais il faut également développer l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, nos universités forment de brillants pharmaciens. Ils ont toutes les compétences en termes de fabrication quand même du paracétamol ou de l'alcool. Vous allez dans un pays comme le Ghana, il y a certains produits vendus dans les pharmacies qui sont exclusivement des produits locaux. Mais aujourd'hui, dans certaines de nos pharmacies en Côte d'Ivoire, même l'alcool est importé. Donc, lorsque nous sommes dans une politique d'importation de tout, il est clair que les coûts vont se retrouver
un peu au-dessus des possibilités de nos différentes populations. Maintenant, il faut repenser le système de couverture maladie universelle. Nous avions en son temps parlé d'assurance maladie universelle, il va falloir y revenir parce qu'on fait un peu trop d'amalgame. Vous voyez la couverture maladie universelle, parce qu'on a voulu copier le modèle français. Mais dans le modèle français, la couverture maladie universelle n'est que pour les populations qui n'ont pas de capacité de cotisation. Donc, elle est juste adressée aux populations qui ont perdu leur emploi, pour les personnes qui ne contribuent pas à la sécurité sociale et qui sont d'origine française. Maintenant, les personnes ne contribuant pas à la sécurité sociale qui ne sont pas d'origine française sont gérées par une autre caisse qui est l'aide médicale d'urgence. Sinon, tout le reste des contributeurs qui sont logés à la sécurité sociale, ben, ils ont donc 3 caisses distinctes. Nous, on a une seule caisse qui agrège tout le monde, les indigents, les contributeurs. Et le système de couverture maladie universelle est par essence un système de solidarité. Mais dans un système de solidarité, on contribue en fonction de nos moyens, mais on reçoit en fonction de nos besoins. Comment comprendre que le président de la République, qui a le salaire le plus élevé de l'État de Côte d'Ivoire, paye 1 000 francs, au même titre que moi, enseignant, qui n'a même pas 1/20 de son revenu théoriquement, je paye 1 000 francs. Celui qui est au SMIG, il paye 1 000 francs. Donc, dans un système de solidarité, comme je l'ai dit, on paye en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. Donc, il faut repenser tout le système. De sorte qu'aujourd'hui, et mes prédécesseurs l'ont dit, on mesure l'efficacité de la CMU en fonction du nombre de personnes enrôlées. Nombre de personnes qui d'ailleurs ont été enrôlées de force parce que la carte de CMU à un moment donné était devenue un document administratif prépondérant, de sorte que pour inscrire votre enfant à l'école, il faut justifier de votre enrôlement à la CMU. Pour aller passer un concours, il faut justifier de votre enrôlement à la CMU. Donc quand vous mettez toutes ces balises et que vous avez un niveau d'enrôlement, il ne faut pas s'enorgueillir parce que malheureusement, ce n'est pas le produit qui a été attractif. Ce sont les conditions que vous avez mises qui ont obligé les gens à arriver. Et donc, il faut le repenser parce qu'on a besoin effectivement de cette solidarité-là pour une prise en charge beaucoup plus optimum. Mais nous le disons également, il faut qu'on rapproche davantage les centres de santé les plus performants des populations. Il n'est pas normal que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, lorsque vous prenez tout le nord de la frontière Ouangolo jusqu'à Aboaké, il n'y a pas de CHU. Vous prenez tout l'ouest de la frontière de Mans jusqu'à Aboaké, il n'y a pas de CHU. Nous n'en avons que 5 maintenant, donc 4 à Abidjan et un seul à Aboaké. Encore que, si vous vous souvenez, dans celui de Boaké, lorsqu'on l'a doté d'un scanner, ça a fait objet d'un reportage télévision et ça fait objet de fête. Je pense que c'est des éléments qui devront nous faire honte parce qu'un scanner dans un centre hospitalier universitaire, c'est comme un stylo habillé pour un élève de l'enseignement primaire. Ça ne devrait pas faire l'objet de tant de propagande. Donc, il faut équiper de façon efficace nos hôpitaux publics. Il n'y a pas de raison que dans les pays dits avancés, on quitte les hôpitaux privés pour venir trouver des solutions dans les hôpitaux publics, notamment dans la CHU. Chez nous, c'est le contraire. Vous êtes dans un CHU avec votre patient malade. Lorsque la situation devient beaucoup plus complexe, on vous recommande d'aller dans un hôpital privé, alors que tous les spécialistes sont dans les centres hospitaliers universitaires. Merci, M. Mesmin. M. Mamoudou, alors, la formation continue des professionnels de santé est-elle suffisante pour accompagner justement la modernisation du système de santé en Côte d'Ivoire? Oui, sans sciences innovantes, on ne peut pas avancer. Sans sciences prévisionnelles, on ne peut pas comprendre le monde. Quelle que soit la position qu'on occupe, s'il n'y a pas de formation continue, mais on rétrograde. Qui n'avance pas, rétrograde. Qui n'avance pas, régresse. Et c'est de cette formation et de cette technologie contextualisée et adaptée, j'ai parlé donc d'observation microscopique à l'observation nanométrique. Hein, nous sommes dans la médecine nanométrique aujourd'hui. Bon, ça nous rend caduques. Si on ne fait pas de formation continue, ce n'est pas la peine. Et maintenant, nous, à notre niveau, nous avons plusieurs mécanismes pour renforcer la santé pour tous. Et
pendant les autres émissions. Lesquelles? On a un mécanisme social, un mécanisme anthropologique. Parce que la présidente de notre parti est anthropologue. Et moi aussi, j'ai fait les sciences sociales. La santé, elle est aussi préventive. La Côte d'Ivoire, on voit beaucoup de gens se suicident. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades aussi parce que la tension est de deux origines. Les problèmes de tension, ça peut être d'origine alimentaire. Les aliments, les macromolécules, l'hypoprotéine, quand on mange trop ça, on peut avoir un problème de tension. Et ça peut être d'origine aussi nerveuse. Et en développant une hygiène sociale, c'est une très bonne chose. Monsieur Mamadou Meïté, représentant de la candidate Henriette Lagou, merci d'avoir été présent. C'est moi qui vous remercie. Et la finalité, c'est l'hygiène clinique. Merci. C'est-à-dire, voilà tout ce dont Mesme Komwe, représentant du candidat Awa Dombello, merci d'avoir été présent. Merci, mais je voudrais rappeler aussi que le candidat Awa Dombello veut développer la télémédecine. C'est pour ça qu'on veut généraliser la 5G. Merci. Boubacar Koné, merci d'avoir été présent. C'est moi qui vous remercie. Sylvain Debaillé, merci d'avoir été là. Oui, c'était un plaisir avec Africa 24. C'est nous. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale de l'Africa Newsroom, spéciale élection présidentielle Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Restez connectés sur Africa 24 et sur MyAfrica 24.